Bonjour et bienvenue à cette table ronde sur comment mobiliser les directions dans la transformation des business models. Alors pour me présenter tout d'abord, je suis François Schell, je suis consultant en stratégie climat chez Belle Evolution. Pour restituer un petit peu, Belle Evolution, c'est une société coopérative à but non lucratif. On est un cabinet de conseil pour la transition écologique et on travaille sur différentes thématiques, sur la RSE, sur le climat, la biodiversité, la mobilité, l'économie circulaire, etc. Et on travaille autant avec des entreprises qu'avec des collectivités. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment on va embarquer finalement la gouvernance dans la transformation environnementale des entreprises. À savoir que sur notre planète, on a la chance d'avoir certaines conditions qui fait que le vivant s'est développé. L'enjeu, c'est que si on touche un petit peu à ces conditions de vie, ce qu'on appelle des limites planétaires, ce sont des limites à ne pas dépasser, on change les règles du jeu du vivant. Ces limites planétaires, aujourd'hui, il y en a 6 parmi les 9 qui ont été dépassées. Et parmi ces 6, on retrouve notamment le climat et la biodiversité. L'enjeu, c'est que les entreprises aujourd'hui doivent prendre en compte les enjeux climat, les enjeux biodiversité, les deux étant intrinsèquement liés. Le climat permet de développer, les conditions climatiques vont faire que la vie peut se développer, et dans le même temps, le vivant a cette capacité à réguler dans certaines conditions le climat. Maintenant, la question, c'est pour les entreprises, la prise en compte de ces enjeux est indispensable à 2 titres. La première, c'est pour réduire au maximum l'empreinte environnementale, pour pouvoir réduire finalement les risques que peuvent faire peser ces enjeux. Et la deuxième chose, c'est aussi s'adapter aux conséquences de l'érosion de la biodiversité et au changement climatique. Ça peut être une question de pérennité pour l'entreprise, puisque ça peut remettre en question, dans certains cas, sa capacité à vendre, à produire ou à fonctionner. Maintenant, la question, c'est, dans ce contexte-là, pour mener cette transformation des entreprises, la mobilisation des directions est indispensable. La question, c'est comment on les mobilise. Et pour répondre à cette question, je vais être accompagné de plusieurs intervenants et intervenantes. D'abord, Virginie Laregina, secrétaire générale de Before Bank. Je vais être accompagné également d'Antoine Doussin, directeur adjoint RSE, climat et biodiversité. Et puis Sylvain Boucheran, cofondateur de Belle Evolution, qui est également président de la commission environnementale du CESE et membre de la Convention des entreprises pour le climat. Et du coup, je vais vous laisser la parole avec cette première question. Déjà, donc pourquoi, dans quel but, avec quel objectif mobiliser les directions? Qui souhaite commencer? Alors c'est moi, bonjour. Pourquoi mobiliser? J'imagine que tout le monde a conscience que ces enjeux sont importants aujourd'hui. Et je pense que c'est important de mobiliser jusque dans la gouvernance de l'entreprise parce que c'est le meilleur moyen d'avoir tous les métiers à portée de voix, à portée de main. Sinon, la crainte, c'est que dans l'entreprise, finalement, toutes les questions autour des enjeux climatiques, environnementaux et sociaux, elles soient portées soit par des hyper-experts qui travaillent dans leur silo et qui ont accès à toutes les informations, à toutes les expertises scientifiques, et puis par, on va dire, ceux qui sont perçus dans l'entreprise comme des militants parce qu'ils sont convaincus que le sujet doit avancer, mais dont c'est pas le métier. Et on finit par soit disperser très fort les actions et puis finalement pas être si puissant, soit louper le coche de dans tel métier, on sait qu'on a un enjeu possible ou une action possible vraiment forte, et on le loupe parce que on l'a pas avec nous, puisque il n'est pas à la RSE, ou alors parce qu'il n'a pas dans son sein une personne qui vraiment porterait le sujet elle-même. Je vais prendre la suite. Antoine Doussin, donc, du groupe La Poste. Je travaille sur les sujets climat depuis une dizaine d'années et biodiversité depuis 2 ans. Donc j'ai les deux axes. Pourquoi quel est finalement le sens de mobiliser les directions? On verra quel type de direction tout à l'heure dans le débat, parce que c'est protéiforme. Parce qu'on a la conviction, mais vous l'avez aussi, qu'on ne change que de l'intérieur. Enfin, il faut rentrer dans le moteur pour en comprendre le fonctionnement et pour le faire évoluer, avoir de l'impact. Donc l'idée, c'est que c'est un stade d'évolution. Peut-être que l'évolution ultime, ça sera qu'on n'ait pas besoin de nous. Direction RSE, engagement sociétal, développement durable. Mais aujourd'hui, les entreprises ont besoin de cette présence, de cette parole, de cette pression. Et donc oui, on pense qu'un des stades d'évolution, c'est de rentrer dans les organisations, c'est rentrer dans les instances de décision, d'allocation financière,
Voilà, donc on ne transforme, en tout cas, on pense que on a de l'impact, on a de l'influence, plutôt de l'intérieur. Voilà, il faut aller sur le terrain, passer des tribunes au terrain. En complément, je voulais vous partager un peu le retour d'expérience que l'on a de notre côté de conseil aux entreprises. La mobilisation de la direction, elle est évidemment essentielle, puisque si elle n'est pas mobilisée ou pas impliquée sur ces questions de transition écologique, il n'y aura jamais de transformation de l'entreprise. Souvent d'ailleurs, les petites anecdotes que l'on a souvent entendues, on travaille sur une mission avec la direction RSE, et puis quand il faut présenter les conclusions auprès du COMEX, la direction RSE nous dit « Attention, ça va être difficile avec le COMEX parce que ce n'est pas leur priorité. Attention, il y a lui et lui, ils en ont vraiment rien à foutre, voire même c'est des climato-sceptiques, donc il va falloir bien bosser la présentation, ou en tout cas préparez-vous à vivre un COMEX assez difficile. » Et donc on voit bien quand on est dans ce genre de situation que finalement on ne peut pas avoir une vraie démarche de transition écologique qui soit transformatrice de l'entreprise et de son modèle économique, puisque ça veut dire qu'on ne touche pas finalement au cœur de métier de l'entreprise. Donc l'implication et la mobilisation de la direction est absolument essentielle. Et l'aspect positif, c'est que quand on prend le temps de le faire, finalement, ça marche. On a pu travailler, par exemple, avec un groupe dans le domaine un groupe pharma. On est arrivé dans une situation où il y avait un conflit très important entre la direction du commerce et puis la direction RSE qui voulait avoir une trajectoire sur le climat et la transformation de l'offre. Le commerce a dit bah non, on a des objectifs de croissance, on va développer tous nos segments de produits. Il est hors de question de se dire tel produit, c'est celui qui a la pire empreinte sur l'environnement, donc il est hors de question de le toucher, de le réduire. Donc on a vraiment un conflit très très dur. Donc la direction a assez embêtée, finalement, direction générale, en disant bon, qu'est-ce que je fais entre ces deux oppositions qui sont remontées dans la démarche. Et donc du coup, ce qu'on a mis en place, c'est une démarche de sensibilisation de la direction générale, présentation des enjeux. On a pris le temps de leur expliquer de quoi on parle, pourquoi, qu'est-ce que ça voulait dire le changement climatique dans leur métier, pourquoi est-ce que demain on pensait sérieusement qu'ils n'allaient pas pouvoir faire le même métier, vendre les mêmes produits de la même manière dans un monde dans lequel il va faire plus chaud avec tout ce qu'on connaît, tous les impacts, etc. Et finalement, ça les a permis d'arbitrer en faveur du projet de transformation qui était là, et du coup de pouvoir aussi expliquer à la direction du commerce qu'ils allaient peut-être revoir leurs objectifs, qu'il fallait peut-être qu'eux aussi fassent leur transformation. Et donc si on n'avait pas eu cette phase d'accompagnement, je crois qu'on serait resté bloqué dans les arguments de l'inaction que l'on connaît souvent. Un deuxième exemple pour terminer, qui était aussi assez caractéristique dans un groupe agroalimentaire, dont vous avez probablement acheté les produits dans la grande surface pour déjeuner. Volonté de la direction d'avoir une trajectoire de neutralité carbone. Probablement, ils n'avaient pas bien conscience de ce que ça voulait dire. Donc, première réunion, on leur dit, les leviers clés dans votre secteur, ils sont relativement simples. Moins de produits carnés, des produits de saison, des produits locaux. Bon, on ne s'est pas fait insulter de tous les noms, mais presque, dans un secteur où ces sujets sont extrêmement sensibles. Donc on s'est dit, bon, c'est mal barré pour pouvoir faire une trajectoire qui soit haute qu'on éteint la lumière, on met les petits post-it dans les toilettes pour dire aux gens de faire attention. Et donc de la même manière, on s'est dit, bon, on va prendre le temps de leur expliquer les enjeux. On a travaillé avec eux pendant 6 mois, expliquer de quoi on parle, les enjeux, la vulnérabilité des filières agroalimentaires, etc., etc. Et finalement, ils ont une feuille de route qui est ressortie de tout ça, qui est presque plus ambitieuse que ce qu'on aurait pu imaginer, puisqu'ils s'engagent à avoir en 2050 0 produit carné. 0, donc ils ont dit ok, on a compris, donc ça c'est fini, on arrête, et donc on va rentrer dans une trajectoire, on va éliminer tout ça. Dès 2025, des premiers produits qui sont locaux et de saison. Donc de saison, c'est quand même extrêmement structurant pour leur activité, puisqu'avant ils faisaient toujours le même produit toute l'année. Donc ils avaient une chaîne de production, alors ils allaient chercher un coup les tomates en France parce que c'était la saison, un coup au Maroc, un coup ailleurs dans des serres, etc. Et donc là, le fait de rentrer dans une logique où on va mettre en place la saisonnalité dans la gamme de produits, ça demande de revoir complètement son business model, sa façon de produire, et donc c'est aussi prendre un risque. Ça, c'est ceux qui sont pessimistes, mais c'est plutôt une opportunité de se démarquer, on y reviendra tout à l'heure, pour se dire comment est-ce qu'on change les règles du jeu dans son secteur. Merci. Justement, on commence à parler un petit peu de solutions en parlant de sensibilisation. La question, c'est, dans vos contextes, quels processus ont été mis en place et comment vous avez pu embarquer la gouvernance dans la transformation ?
Alors chez nous, ça a été un peu une évidence, parce qu'en tant que secrétaire générale, je suis aussi en charge de la gouvernance de mon entreprise. Je dois dire que ça a bien facilité les choses. Et comme je fais partie du comité de direction, pareil, il y a un côté, ma voix est entendue sur ces sujets au moins une fois par semaine par les dirigeants de l'entreprise. Alors ça, c'est le côté facile, on va dire, et sommet de l'iceberg. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a créé on a mis en place une sorte de double fonctionnement pour permettre ça. À la fois, j'ai demandé à ce qu'en fait la RSE soit co-sponsorisée. Donc, elle est au secrétariat général. Moi, j'ai pas d'intérêt à le faire aller plus vers la QVT, plus vers de la com ou plus vers de la tech, puisque je ne porte pas ces métiers-là. Donc ça, c'était la garantie qu'on ne va pas axer sur un seul métier parce que le business a l'impression que ce sera mieux. Mais j'ai demandé à ce que la direction de la com et la direction RH soient co-sponsors dans l'idée de se dire que ces sujets-là, ils sont aussi portés par les collaborateurs et vers les clients. Et donc on avait comme ça j'ai en quelque sorte 2 alliés naturels au CODIR, même si, heureusement pour moi, ils sont un peu plus nombreux que ça. Ça, c'est le premier sujet. Je ne porte pas toute seule la responsabilité du fait que ça marche dans l'entreprise. Et la deuxième chose, on a mis en place ce que j'appelle, moi, la promo RSE. On parlait tout à l'heure des militants, des convaincus. Mon idée, c'était de se dire, puisque pour l'instant, on n'a pas vraiment de budget, pas vraiment d'équipe, on va demander à toutes les personnes volontaires de l'entreprise, une sorte de mécénat de compétences internes, toutes les personnes qui étaient motivées à l'idée de travailler sur les sujets RSE de l'entreprise. Alors certes, ça pouvait être supprimons les gobelets, mais ça pouvait être aussi comment je travaille à éco-concevoir demain mon appli bancaire, puisqu'on n'a pas d'agence chez Before Bank. Toutes ces personnes-là, elles se sont réunies. On a tous les métiers représentés, 100% des métiers représentés dans ce groupe. On les forme. La première chose qu'on fait, c'est que chaque année, il y a 2 sessions de formation pour les nouveaux arrivants. On n'est pas limité en nombre. Toute personne motivée peut participer. Et on leur confie les actions de notre plan stratégique. Alors évidemment pas toutes, certaines elles nécessitent que ce soit le métier qui les prenne, mais certaines actions dont on se dit que ce n'est pas grave si elles ne sont pas pilotées par la tech par exemple, en fait on va les leur confier et c'est eux qui mènent ces actions-là. Et du coup on a ce double effet on a plusieurs membres du CODIR qui sont co-responsables de la RSE et puis on a tous les métiers de l'entreprise qui via leurs volontaires formés vont mettre en place des choses un peu plus ambitieuses que j'arrête les gobelets et j'éteins les lumières en sortant de la salle de réunion. Pour poursuivre, je disais tout à l'heure que c'est important, enfin pour nous en tout cas, c'était important avec le recul, parce qu'on n'avait peut-être pas cette vision quand on a décidé d'avoir plus d'impact sur les directions, mais avec le recul, il y a plusieurs types de directions à cibler. Il y a bien sûr le COMEX du groupe. Le groupe, La Poste est un groupe complexe, mais comme tous les groupes multimétiers, donc on a plusieurs activités. On a une activité banque assurance importante, on a une activité colis en développement, une activité courrier, une activité numérique, une activité retail dans les bureaux de poste. Enfin, voilà. Donc il y a pas mal d'activités et l'idée c'est déjà de toucher le COMEX, les patrons de ces entités, et puis ensuite d'aller effectivement impacter les COMEX des différentes BU, des différentes activités pour toucher ce niveau. Ça, c'est le premier sujet, première cible, si on raisonne chirurgical. La deuxième, c'est les directions contributives directes, parce que tout le monde est contributif dans l'entreprise, mais particulièrement la direction financière. Donc ça, c'est un point dur. On a mis beaucoup de temps. C'est en train voilà, je vous en parlais tout à l'heure, mais c'est en train d'avancer, d'accélérer de manière assez étonnante. Et ça, c'est une grande satisfaction de pouvoir établir des passerelles, de l'adhérence avec la direction financière. Et puis, vous avez la direction du market, tout ce qui est marketing. Donc là, on est vraiment dans les BU, hein, on n'est plus au COMEX, on est vraiment dans les COMEX métiers. Comment on rentre dans la production, la conception des produits par le market, et puis la production du service et du produit par la production. Donc ça, pour nous, c'était des axes très très importants à toucher. Et puis ensuite, je vais dire, vous avez ceux qui incarnent le service et le produit, c'est les opérateurs dernier kilomètre, guichet, enfin voilà, c'est l'interaction avec le client. Et c'est pareil, c'est une cible pour nous à toucher, mais dans le bon sens du terme,
parce qu'il faut que ses collègues comprennent le sens et fassent passer cette envie de transformation de l'entreprise. Quelques éléments peut-être de levier, parce que dans la question, c'est finalement qu'est-ce qui a pu être mis en place et qu'est-ce qui a fait qu'on a touché ces cibles. Peut-être sur le COMEX, alors nous ça a été, on a mis longtemps. Moi ça fait 10 ans que je travaille dans la RSE. J'avais d'autres métiers au sein du groupe, ce qui m'aide d'ailleurs à comprendre la complexité d'un groupe et d'aller travailler avec tous ceux avec qui j'ai envie et besoin de travailler. Mais on a quand même été largement aidé par le fait qu'en 2021 on est devenu entreprise à mission. Voilà, certains trouvent ça intéressant, d'autres trouvent ça peut-être un peu bullshit. Moi, de l'intérieur, ça a fortement contribué à continuer à mobiliser le COMEX, parce que derrière, vous avez un comité de mission, vous avez un actionnaire, qui est la Caisse des dépôts et consignations et l'État, et vous avez des comptes à rendre sur les engagements que vous avez pris en dehors de votre rentabilité financière. Et je vous assure que c'est une pression qu'on a eu, mais c'est aussi une pression du COMEX, du président. Voilà. Donc ça nous a beaucoup aidé. Et on a organisé pour le COMEX exécutif groupe, mais aussi pour les différents métiers, des espèces de séminaires, des voyages. Et donc pour le COMEX du groupe, c'était le dernier en date, c'était en septembre de l'année dernière. Et le voyage, c'était vraiment sur le climat. Donc pendant 2 jours, on les a embarqués sur le climat, en leur faisant rencontrer des experts externes, en leur présentant les grands enjeux du groupe. Voilà. Et de là est sorti un certain nombre de décisions qui se sont déployées au sein du groupe. Pour ne pas être trop long, je vous parlais des producteurs et des concepteurs, le market, la production. Moi, je travaille depuis maintenant pas mal d'années sur tout ce qui est trajectoire carbone. On en est à la 2e actualisation SBTI de nos 3 trajectoires, hein, banque, Géopost, qui est la holding colis en Europe, à l'international et en France, et puis le courrier et on va dire l'activité retail dans les bureaux. Donc c'est nos 3 trajectoires. On embarque tout le monde dans ces exercices. Pour faire une trajectoire SBTI, il faut savoir quelle est la croissance estimée à 10 ans, quels sont les leviers d'optimisation, de décarbonation dans les moyens de production, quels sont les nouveaux produits qu'on va pouvoir sortir, quelle est l'allocation budgétaire qu'on va pouvoir avoir. Donc c'est des travaux qui sont hyper mobilisateur, voilà. Et vous faites passer à ce moment-là des messages et vous arrivez à convaincre de la nécessité de travailler sur ces sujets-là. Et puis peut-être un dernier point, j'en ai beaucoup, mais je les sélectionne un petit peu, sinon je vais être trop long. Il y a eu une bascule très longtemps, mais comme toute direction RSE, on a eu l'impression qu'on ne nous demandait pas grand-chose. J'ai vécu ça, hein, cette période, elle n'est pas si lointaine, et on n'arrêtait pas de pousser, de monter des sujets. Voilà. Et puis, avec un COMEX où vous avez effectivement des convaincus, des ventres mous, et puis des opposants, carrément des opposants. Ouais. Et il y a eu une bascule à un moment donné, et le mot a été, la baseline, qui continue d'être une baseline du groupe, a été prononcé par un dirigeant très influent chez nous, qui était assez sceptique. C'était dans le monde du colis, il y a quelques années. Et ce gars qui était sceptique, un jour a dit en COMEX, OK, la décarbonation, c'est la licence to operate. Voilà, j'ai compris, on ne pourra plus faire de business si on ne travaille pas sur la décarbonation, c'est licence to operate. Et ce truc, il est devenu totalement viral, transverse, à la banque, au retail, machin, licence to operate. On ne pourra plus travailler sans décarboner. Alors c'est la partie carbone, mais derrière, on a 2 autres axes qui sont la partie biodiversité. Moins de matérialité, encore que dans la banque, et tout ce qui est financement, portefeuille de financement, portefeuille d'investissement, il y a un petit sujet biodiversité quand même, donc même un gros sujet. Et puis le sujet des ressources. Voilà, on a ces 3 axes, climat, biodiversité, ressources, qui sont aujourd'hui totalement
intégré dans les stratégies du groupe. Quand vous regardez, si vous avez la curiosité d'aller sur le plan stratégique à 2030 du groupe, on ne parle que de RSE. Enfin, c'est assez impressionné, mais c'est récent. Enfin, c'est récent. La transformation à court. Sur la question d'embarquer les directions et de revoir les business models, je voulais vous partager un petit retour d'expérience d'une initiative qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat, que vous connaissez probablement. Une version historique, hein, il y a 2 ans, qui avait été un peu fondatrice de cette démarche de comment est-ce qu'on mobilise les directions générales dans une réflexion profonde sur les modèles économiques, et qui est en train d'essaimer de manière assez impressionnante, à la fois dans les territoires, à la fois dans les secteurs. Il y en a une première sectorielle qui a été lancée, la CEC Consulting, qui a été lancée là, il y a presque 1 an maintenant, et petit clin d'œil à Agnès et à toutes celles et ceux qui ont contribué à l'émergence de cette démarche-là. Elle est intéressante, pourquoi ? Puisque c'est vraiment un parcours où on prend le temps de se poser les bonnes questions, et les questions qui peuvent parfois faire un petit peu mal, hein, comme tu le disais à l'instant sur le license to operate. Est-ce qu'on aura le choix demain de ne pas s'intéresser à ces sujets ? Donc c'est un parcours où on va déjà essayer de comprendre de quoi on parle et quelle est la hauteur finalement des enjeux, de la marche à franchir pour pouvoir revenir dans les limites planétaires. Donc là, pour beaucoup de dirigeants et dirigeantes qui n'ont jamais entendu parler de ces sujets, c'est parfois un petit peu violent. Après les premières séances, soit un petit coup de déprime, soit une prise de conscience qui est relativement profonde. Donc ça, c'est peut-être l'électrochoc qui fait qu'on passe d'un mode je suis opposé à un mode finalement c'est la seule voie d'avenir. Donc c'est déjà un petit électrochoc qui est, je crois, indispensable à avoir pour avancer. Puis après, on va se poser des questions sur son business model. En quoi est-ce qu'aujourd'hui mon business model détruit la nature ? C'est la question qu'on nous pose. Donc c'est très clair comme question. On ne tourne pas autour du pot. Donc en quoi ? Donc on réfléchit, voilà, qu'est-ce que j'utilise comme ressources ? Est-ce que j'émets des pollutions sur le climat, sur la biodiversité, sur les ressources, etc. Est-ce que demain, est-ce que j'ai des contributions positives ? Peut-être qu'il y en a. Et après, on fait un peu le bilan entre les deux et on se dit, bon, finalement, on voit que les problèmes à résoudre sont importants. Et donc, comment est-ce que je peux imaginer demain un business model qui soit régénératif, c'est le terme qui est employé, mais dans ce cas qui revient dans cette question des limites planétaires, l'économie du donut, pour peu importe les termes, et donc se dire, bon, voilà, il faut évidemment que d'une part, je réduise l'ensemble de mes pressions sur la nature, et en même temps que je puisse avoir une contribution positive pour régénérer les écosystèmes qui sont aujourd'hui très dégradés. Et puis ensuite, on rentre dans une construction de feuille de route concrète, comment je fais évoluer mon offre, comment je mobilise ma gouvernance, comment je transforme mes équipes, etc. Et donc à la fin de ce parcours-là, on a vraiment une réflexion profonde qui est menée par la direction générale de l'entreprise. Et donc ça, c'est important. Et dans tout ce parcours-là, qui dure entre 6 mois et 1 an, il y a la nécessité aussi de pouvoir en parler avec ses équipes. Et donc le fait de faire ces allers-retours-là entre la démarche de réflexion qu'on fait dans les journées de travail de la CEC, et puis après le retour dans l'entreprise où on partage avec ses associés, avec ses dirigeants, avec ses équipes pour les faire réagir, leur partager les convictions, les doutes aussi qu'on peut avoir par rapport à l'ampleur des enjeux, et essayer de construire avec eux cette feuille de route. C'est un parcours qui est extrêmement stimulant, et en tout cas, n'hésitez pas à vous y intéresser. S'il y a des initiatives qui se lancent dans vos territoires ou dans vos secteurs, c'est vraiment une bonne manière de mobiliser la direction et d'avoir un regard très lucide sur la hauteur de la marche à franchir vis-à-vis des enjeux de transition écologique. Merci. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a différentes approches qui peuvent d'ailleurs être complémentaires. La question, c'est pour chacune de ces approches-là, c'est quoi les résultats que vous avez obtenus en termes de mobilisation, et c'est quoi aussi les limites ou les freins que soit que vous avez pu lever, soit que vous rencontrez. Alors, qu'est-ce qui fonctionne vraiment bien ? Le fait que tous les métiers soient concernés. On est une petite entreprise, on fait partie d'un très gros groupe, mais on est une petite entreprise, on est un peu moins de 350. La grosse vertu de la promo, c'est que chaque membre a accès à son directeur à dire vrai. On ne se connaît pas tous dans l'entreprise, en revanche, tout le monde parle à son directeur ou à sa directrice, et ce qui fait qu'en fait, même si c'est un membre du CODIR pas convaincu, il a quelqu'un de sa direction qu'il est, et qui va lui en parler, et qui va le lui rappeler quand ils font leur feuille de route, etc. Donc ça, c'est vraiment une vertu. D'autant que comme on les forme, c'est la première chose qu'on fait, ils ne peuvent pas passer juste pour des personnes convaincues.
ou militantes, ils ont les outils, on leur donne les outils, on les forme justement pour qu'ils puissent parler comme des experts. Ça, c'est vraiment, ça nous a permis d'accélérer vraiment au moment où justement on a lancé les réflexions empreinte carbone et SBTI, parce qu'on est un peu en retard, nous, justement sur ces sujets-là. La limite de cet exercice, je dirais, c'est arriver à convaincre justement que quand on est très peu nombreux, on a aussi un côté qu'est-ce que je priorise et où est-ce que j'emmène mes forces. Et l'inconvénient de notre mode de fonctionnement au départ, là, le professionnalisme. Donc je pense qu'on va arriver à couper court à cette déviation qui a lieu depuis quelques mois. C'est aussi de se dire, c'est bon, j'ai les gens de la promo, j'ai les équipes de Virginie, j'ai pas trop besoin d'y aller parce que côté expertise réglementaire et déclaration, on a l'équipe RSE. Pour tout le reste, on pourra montrer qu'on a fait des choses grâce au groupe de la promo, et ça marche pas. Ça marche pas de toute façon sur le long terme parce que la promo, elle a un autre métier en même temps. C'est ce que je disais, c'est du mécénat de compétences internes. Hein. Donc elle a un autre métier, et aussi parce que certaines choses ne marchent pas si l'intégralité du métier concerné n'y va pas. Donc notre limite aujourd'hui, c'est être sûr qu'à 350, on ne se dise pas je vais déprioriser ton sujet, il est super, hein, mais vraiment, je veux d'abord développer tel produit. Nous, en ce moment, notre challenge, c'est de dire oui, tu vas développer ton produit, éco-conçu, en pensant à ses externalités, en réfléchissant à la manière de le faire mieux et d'avoir une opportunité RSE en plus. En ce moment, c'est ça la limite. C'est d'arriver à convaincre qu'on ne peut pas justement juste se dire la direction RSE va faire le pilotage des indicateurs et faire en sorte de remotiver les équipes quand ça pêche un peu. Et puis, y a plein de choses qui se passent à droite, à gauche, donc on n'y va pas de manière puissante. Aujourd'hui, notre risque, c'est ça, c'est l'éparpillement, je dirais. Pareil, je pense que beaucoup de satisfaction et en même temps beaucoup d'humilité, parce que le chemin est encore très long, mais il y a quand même quelques victoires qu'on a plaisir à célébrer. Tu parlais d'objectivation des collaborateurs, des feuilles de route. Nous, ça fait maintenant quelques années que le COMEX, la part variable, en tout cas une partie de la part variable des dirigeants, est assise, mais voilà, faut commencer par le haut, hein, est assise sur des objectifs RSE, notamment un agrégat des notations extra-financières. Voilà. Et puis depuis un an, les 6000 dirigeants du groupe, il y a différentes strates, enfin voilà, les 6000 premiers dirigeants ou managers du groupe doivent avoir 30% de critères RSE, alors c'est social, sociétal, environnemental, mais enfin voilà, 30% dans leur feuille de route. Donc c'est des indices. C'est pas que voilà, c'est des indices pour quand même transformer. On parlera peut-être tout à l'heure un peu des produits, des services, finalement de la réelle évolution, transformation des business models dans la conception même des produits et des services. Le principal frein, je vous ai parlé tout à l'heure de la DFI. Rien ne peut se faire dans l'entreprise, en tout cas aucun changement, aucune transformation, c'est ma conviction, hein, mais on peut avoir des avis totalement différents, ne peut se faire sans une direction financière. Voilà, si la direction financière ne comprend pas, ne veut pas, ça ne se fera pas. En tout cas chez nous. Voilà. Et ils sont nombreux, parce que voilà, c'est une fonction stratégique. Donc voilà, le frein, mais en tout cas, on a appuyé sur l'accélérateur, donc on a débloqué un peu le frein. C'est la direction financière. On a des passerelles historiques depuis quelques années. On a lancé un green bond en 2019. On a lancé un social bond parce qu'on finance notre dette par des obligations. On n'est pas coté, mais enfin on s'adresse au marché. Donc il a fallu qu'on travaille avec eux sur le lancement de ces bonds. Donc c'était une première passerelle. Aujourd'hui, les travaux sur la taxonomie, CSRD, ça nous rapproche d'une manière incroyable. Alors, on profite de cette conjonction. Mais on a besoin d'aller plus loin avec eux sur ce sujet. Parce que la transformation, ça coûte. Il ne faut pas se raconter trop d'histoires. Quand vous avez
50 000 véhicules légers thermiques et vous devez les transformer en électriques. On le fait depuis 10 ans. Au départ, ça coûte de moins en moins et le ROI devient de plus en plus favorable. Quand vous achetez de la sous-traitance transport longue distance auprès de fournisseurs avec ce qu'on a aujourd'hui comme offre, c'est des poids lourds thermiques, voilà, et qu'il faut se projeter à 10, 15, 20 ans pour accompagner nos sous-traitants sur la transformation de leur flotte avec des solutions qui vont coûter cher, qui coûtent très cher aujourd'hui, qui vont coûter très cher. Ça ne peut pas se faire sans la direction financière. Une très grande satisfaction cette année, c'est que c'est même la direction financière qui l'a décidé. Alors, je vous parlais tout à l'heure des événements favorables qu'il faut faire avec. Tout à l'heure, je vous parlais de l'entreprise à mission. Un deuxième élément très favorable, c'est l'actionnaire, la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, qui est extrêmement sensibilisée sur le sujet. Vous baladez-vous dans les stands, vous avez BPI, vous avez la Société Forestière, enfin, vous avez des participations de la Caisse des dépôts qui sont très, très, très connectées au sujet. Et dans le pilotage de ces participations, notre directeur financier, je crois, a passé un mauvais moment il y a quelques années, enfin, je crois que c'est l'année dernière, un très mauvais moment avec l'actionnaire, parce que en plein comité finance, il a eu des questions sur, et au fait, les risques climatiques, risques d'adaptation, vous financez ça comment enfin, voilà, parlez-nous du fléchage de vos budgets vers des actions de transition et d'adaptation. Et ça a été un moment difficile, je crois, pour lui. Depuis, il a de la matière, depuis, il a compris qu'il n'y aurait pas de comité finance sans de l'extra-financier. Voilà. Et donc, pour finir, pour la première année, la direction financière va notifier, comme tous les ans et comme dans toute entreprise, les budgets aux différentes activités, BU, on a 250 filiales partout dans le monde. La direction financière va notifier le budget aux entités et va l'accompagner de la trajectoire Carbon Group. C'est la somme des 3 trajectoires SBTI du groupe. Donc, globalement, ça couvre 90% de nos activités. Et va organiser en octobre des revues de gestion avec les patrons des différentes activités sur le thème vous avez un budget à respecter, vous avez une trajectoire carbone à respecter, donc vous devez affaler vos émissions dans cette mesure-là. Expliquez-moi le lien entre les deux. Expliquez-moi ce que dans votre budget, vous avez prévu de consacrer à la réduction. Voilà. C'est très nouveau, ça va être largement amendable et on va participer aux revues de gestion. Jusqu'à présent, c'était des financiers qui se parlaient entre eux. Et pour la première année, on va participer à ces revues de gestion pour comprendre finalement le coût du plan de transition. Et ça, je ne l'espérais pas il y a encore quelques années. Voilà. Alors, qu'est-ce qui marche? Je vais vous partager 4 idées. La première, c'est l'approche par les risques. Ça a été un petit peu évoqué, puisque généralement, dans les entreprises, la première chose qu'on fait, c'est gérer les risques. Et donc, le fait d'approcher les sujets par la gestion de risque, souvent, ça permet de raccrocher aux sujets très opérationnels que peuvent avoir les directions générales, les directions financières, etc. etc. Donc, très bien. Comment est-ce que demain on est résilient? Risque climatique, est-ce que mes centres de gestion, mes sites de production, est-ce que mes fournisseurs sont exposés à des risques climatiques, mais pas que? On peut faire la liste également sur l'érosion de la biodiversité, sur le stress hydrique, etc. Donc sur tous les sujets de limite planétaire. Donc est-ce que déjà je suis exposé à un certain nombre de risques ou pas? Puisque si demain la route qui permet d'alimenter mes usines est coupée parce qu'il y a une inondation ou que sais-je, j'ai plus de business, donc ça c'est relativement concret. Donc l'approche par les risques et être sûr qu'on est bien dans cette approche globale des risques et pas uniquement les risques financiers, c'est je crois un sujet qui marche plutôt pas mal. Le risque d'attractivité de l'entreprise, que ce soit pour ses clients. On voit quand même des préférences qui vont vers les produits les plus durables, les marques les plus durables, donc c'est un cheminement qui est en train de se faire. Et aujourd'hui,
il devient quasiment inacceptable de ne rien dire sur les questions de transition écologique. Alors après, c'est plus ou moins ambitieux, etc. Mais aujourd'hui, une entreprise qui dit « moi, j'assume, je ne dis rien sur la transition écologique », j'aimerais bien qu'on m'en montre quelques-unes. En tout cas, on voit que depuis 10 ans, le sujet a quand même beaucoup. C'est aussi vrai pour le recrutement. Ça, vous pouvez parler à vos dirigeants. Je pense que c'est un sujet très sensible. Comment est-ce qu'on fait pour recruter ? Quand les gens ne viennent pas chez vous parce qu'ils trouvent que votre politique en RSE, c'est du bullshit, je pense que ça ne fait pas très plaisir au DRH et derrière à la direction générale qui ne pourra pas atteindre ses objectifs s'il n'y a pas de main-d'œuvre et s'il n'y a pas d'équipe pour les mener. Le risque de financement, on en parlait à l'instant aussi, on voit l'évolution des investisseurs, la taxonomie, il y a tout un tas de dispositifs qui vont faire en sorte que c'est des questions de plus en plus sensibles qui vont être. On ne peut pas faire fonctionner l'entreprise sans financement. Donc si demain, les financements, et ça commence à arriver, sont de plus en plus liés aux objectifs de transition, on pourra pas. Donc finalement, montrer que la transition écologique, c'est une manière de répondre aux préoccupations très concrètes. Souvent, on me dit, quand on intervient en COMEX, attention, ils sont pragmatiques. D'accord, je ne connais pas grand monde qui ne sont pas pragmatiques dans la direction d'entreprise, mais on nous dit souvent ça. Donc, on explique en quoi est-ce que ces jeux de transition écologique, ce n'est pas de la philosophie intellectuelle quand on s'ennuie, c'est des choses très concrètes qui vont impacter l'entreprise. Donc, il a besoin de se transformer. Deuxième point, ce qui marche, et ça, je crois qu'on est un peu loin aujourd'hui de le faire, c'est d'avoir des objectifs qui sont annuels. On prend des trajectoires à 2050, c'est très bien. Quand c'est trop loin, souvent on ne fait pas grand-chose. Et puis on se rend compte en 2049, ah ben mince, on n'a pas fait un pas vers l'atteinte de l'objectif. Donc le fait d'avoir des objectifs annuels et s'assurer chaque année qu'on a réduit de 2% pour arriver au moins 80% qu'il faut faire pour 2050, c'est je crois la meilleure chose à faire. Puisque ça permet d'être très concret chaque année, est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas. Si on y est, c'est très bien, on peut féliciter tout le monde. Si on n'y est pas, on peut faire une revue, qu'est-ce qui n'a pas marché, est-ce qu'on n'a pas assez investi, est-ce qu'on n'a pas assez formé, est-ce qu'on n'a pas fait les bons choix, est-ce que je ne sais pas quoi. Donc on a une vraie démarche d'amélioration continue. Et ça, pour l'instant, on ne le voit quand même pas beaucoup dans les entreprises. Et je crois que c'est absolument essentiel, sachant que la durée de vie moyenne d'un PDG est de quelques années. Donc dès que vous avez une ou un nouveau PDG, on a un nouveau plan, on oublie ce qu'on a fait avant. Et donc si on a des objectifs un peu trop loin, on rate les cliquets de transformation qu'il faut avoir, je crois, tous les ans. Donc ça, c'est un point. Le troisième, c'est l'alignement des intérêts. On parle beaucoup de la rémunération des dirigeants, mais j'allais dire, tout le monde devrait avoir sa rémunération indexée sur les critères RSE. Chez nous, on a mis en place plus de 50% de l'intéressement qui est indexé sur des critères d'impact et de RSE, parce qu'on considère que c'est le point clé de l'entreprise. Elle ne peut pas survivre, elle n'a pas de sens, l'entreprise, si elle ne se préoccupe pas et elle ne progresse pas sur ces sujets-là. Donc il faut aligner les intérêts de chacun. On ne peut pas à la fois dire, si on le voit dans les déclarations d'entreprise, oui, on est à fond sur la sobriété. Les objectifs qu'on donne aux commerciaux, c'est de vendre plus. Comme vous voulez qu'un directeur commercial comprenne ce qu'on lui demande en réalité. Donc il faut qu'on arrive à faire vraiment cet alignement des intérêts, c'est fondamental. Les green bonds, c'est très bien, on est financé, et plus on est green, et plus le coût du financement diminue. Donc on aligne l'intérêt du directeur financier avec les objectifs de transition. Donc ça, d'avoir cette réflexion d'alignement des intérêts dans tous les sujets de l'entreprise, toutes les BU, toutes les fonctions, c'est, je crois, aussi essentiel. Et le dernier levier, c'est de revenir à la posture du dirigeant. On dit souvent, le ou la dirigeante, c'est la personne qui a la vision, etc. Il faut que dans toutes les visions d'entreprise, on ait une place centrale pour la transition écologique. C'est le mur qui nous arrive, donc il faut qu'on renouvelle les visions d'entreprise avec cette sujet de transition écologique et que les CEO intègrent bien ça dans leur posture de dirigeant et soient en capacité, comme ils le font sur des choix parfois très ambitieux en termes de technologie, en termes de je ne sais quoi, qu'ils fassent aussi ces mêmes choix ambitieux de transition écologique. Merci. Étant donné le timing, avant de passer à la conclusion, ce que je vous propose, c'est de prendre 2-3 questions. Et alors, sachant qu'on ne pourra pas répondre à toutes, peut-être aujourd'hui, mais vous pouvez nous rejoindre, vous pourrez nous retrouver tout à l'heure après la conférence si vous souhaitez poursuivre les échanges. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, il y a une question devant. Je sais pas où est le micro. Merci. Je suis Camille Schmidt, je suis consultante en responsabilité sociétale et mon entreprise s'appelle Régénératio. Donc, je propose le bilan carbone, divers accompagnements. Et notamment, j'accompagne sur 12 jeux de sensibilisation, les fameuses fresques, comme fresques des nouveaux récits, pour se réinventer les organisations. Et donc, je voudrais savoir, vous qui êtes dans le monde économique, est-ce qu'il y a encore des gros mots dans les COMEX
Par exemple, le gros mot renoncement ou le gros mot décroissance. Est-ce que c'est des mots tabous qui font l'objet de pudibonderie, au contraire d'audace? Cette année, je ne sais pas si vous êtes allés, vous, les acteurs du monde économique, au Festival de la décroissance, qui avait lieu cet été près de Poitiers. Mais voilà, c'était un lieu où il y avait finalement beaucoup de consultants, beaucoup de philosophes, beaucoup de gens qui sont un petit peu à côté du monde économique, dans l'osium, dans la réflexion, dans l'intellect. Et finalement, je crois qu'il faut aussi amener des gens du monde réel avec toute leur audace et leur envie d'entreprendre. Celle-là, rien que celle-là, on va y passer du temps. Moi, je veux bien me lancer, mais vraiment, ça sera encore une fois que mon point de vue. Ouais, je pense que décroissance, on n'y est pas encore. Enfin, et puis, il y a débat. Voilà, il y a débat, donc forcément, il y a des gens qui voient une solution, d'autres qui n'y voient pas une solution. Oui, c'est un mot, en tout cas en Comex et dans la plupart des entreprises, qui est pas acceptable, parce que l'idée de l'entreprise, c'est de se développer. Donc, mais je pense qu'on peut se développer de manière responsable. Enfin, je veux dire, je ne suis pas, et vous l'aurez donc compris, je ne suis pas hyper à l'aise avec la solution de la décroissance pour les entreprises, pour les pays et pour leur population. Enfin, voilà, mais on ne va pas ouvrir le débat. Mais je pense qu'il y a possibilité de croître, de se développer de manière responsable. Je prends juste un exemple. Il y a encore quelques années, quand on achetait des entreprises pour croître, de manière externe, on n'intégrait pas les critères RSE et notamment climat. On a eu quelques désillusions, quelques surprises. On a acheté des trucs qui nous ont un peu explosé au nez en termes d'émissions. Et donc aujourd'hui, dans les due diligence, il y a spécifiquement des éléments sur les empreintes, sur la couverture exhaustive de l'empreinte, les trajectoires, plan d'action et puis des revoyures après les acquisitions. Voilà, c'est un exemple. Mais oui, pour répondre à votre question, c'est aujourd'hui largement un gros mot. Ouais. Moi, je trouve que c'est en train d'évoluer. Quand on balance des mots, en réalité, ça permet de faire des débats et du coup, on ne parle pas des vrais sujets. Et en fait, ce qu'on essaie de faire, et typiquement qui marche plutôt bien, ce qui marche plutôt bien, pour celles qui veulent aller suffisamment loin dans le sujet, mais aujourd'hui, on a des entreprises avec qui on a travaillé sur des trajectoires climat, par exemple. On leur a dit, vos objectifs de croissance, ça ne passe pas. C'est impossible d'être en carbone avec des objectifs de croissance tels que vous avez. Mais ils ont dit, OK, on va réduire nos objectifs de croissance. Donc, on a ce genre de débat qui commence à arriver, c'est extrêmement nouveau. Il y a des entreprises qui assument concrètement de dire, vous prenez l'exemple de Chartreuse, qui ont dit, nous, on plafonne notre production. Voilà, donc c'est pas croissance infinie, on a une production, on plafonne, pas plus. Vous prenez l'exemple des établissements CRO, c'est une PME qui est dans l'air comprimé, les énergies. Ils ont dit, nous, on fait plus de croissance de chiffre d'affaires. Par contre, on fait évoluer notre portefeuille, on a une offre verte qui fait, je ne sais plus, 8 à 10%, et donc par contre, on va travailler sur le fait que ça devienne à terme 100%. Mais par contre, on ne fait plus de croissance en volume. Donc en fait, c'est des sujets qui commencent à arriver dans les entreprises. D'autres prennent les laboratoires expansion, ce qui vous disent, nous, on arrête tous les produits sur lesquels on n'est pas les plus performants en termes d'empreinte environnementale. C'est-à-dire si sur le marché il y a des produits plus performants, on arrête les nôtres. Donc finalement, c'est des décroissances de certains segments de marché, certains produits qui vendent. Et donc ça, c'est assumé par les dirigeants. Vous pouvez suivre les conférences, il y en a qui font des conférences. Donc c'est quand même une évolution qui est très importante et qui commence à arriver, donc je crois qu'il faut continuer à en parler. Et je crois que le sujet, c'est pas de rentrer dans la philosophie, c'est plutôt de se dire concrètement, vous, votre rôle, il est où? Par rapport aux limites planétaires, vous vous situez où? Qu'est-ce que vous pouvez faire en termes d'apport de solutions, en termes de réduction de vos pressions? Et là, parfois, on leur dit, non, ce produit-là, cette activité, il faut arrêter. Donc ça, on arrive à avoir ce débat aujourd'hui dans les entreprises. Et donc, je serais plutôt positif pour la suite. En même temps, la décroissance, on connaît. Nous, La Poste, on est passé de 20 milliards de courriers
par an, hein, 20 milliards de plis et courriers à 5 milliards. C'est pas mieux comme décroissance, sauf qu'on a 240 000 collègues, on a 90 000 facteurs. Il faut trouver des moteurs de diversification, hein, pour maintenir l'emploi chez nous. Hein. Mais on connaît bien. Il nous reste 1 minute, juste pour conclure. Du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous retrouver juste après. Juste pour conclure, en 30 secondes chacun, c'est quoi les prochaines étapes et où vous voulez aller? La prochaine étape, c'est plus de gouvernance. On va essayer d'être plus macro encore qu'aujourd'hui. Et on va profiter du fait qu'on a transformé l'entreprise vers un modèle agile partout, pour être partout dans les checklists de qu'est-ce que c'est être prêt à partir pour un nouveau produit. Oui, nous on est dans la continuité, donc c'est continuer l'action qu'on a, notamment sur la décarbonation, donc être au rendez-vous des engagements qu'on est en train de prendre, notamment sur le net zéro à 2040, très 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 ambitieux. Donc réussir cette décarbonation de nos activités, et puis contribuer à la décarbonation de nos parties prenantes, de nos clients. Je citerai juste un très très bel exemple de ce que fait la Banque Postale, c'est un de nos métiers, qui est en train de lancer le prêt impact. Le prêt impact, c'est un particulier qui vient prendre un prêt immobilier, d'habitation, et qui s'engage à améliorer son étiquette énergétique. Et donc, s'il y arrive, le taux baisse. Voilà, c'est en train de sortir, et c'est notre contribution à la décarbonation de l'ensemble de la société. Je crois que pour la suite, je vais écrire un article sur la question comment la décroissance a été une opportunité pour la Poste. Merci à tous, merci à vous pour votre partage. Pour celles et ceux qui souhaiteraient continuer à échanger, vous pouvez nous retrouver au stand 63 et dans 2 autres de nos conférences aussi, un atelier CSRD aujourd'hui à 14h30 et un atelier biodiversité demain à 10h30. Merci.